Ça va être compliqué. Ça va être compliqué cette vidéo chat. Ça m'embête. Plus que je passe, ça m'embête. Je reprends ça après 8 mois, un truc comme ça, et j'espérais un petit film simple. Ah, simplement commenter comme ça, au fur et à mesure, un méchant du moment, voire limite une petite histoire d'Halloween où on joue plus sur l'horrifique, mais voilà, un truc simpliste quoi, pas, et qui me demande pas de trop décortiquer quelque chose, et ça donnait l'impression d'offrir ça. Et puis il y a eu la fin. Et je vous avoue que c'était quelque chose. Alors en tous les cas, bon retour sur les réacts de Scooby-Doo après cette longue période de blanc, entre guillemets. Je tiens à rassurer ceux qui sont plus intéressés par les réacts sur le Prince des Dragons. Ça reprendra après une petite période. Je compte même, si j'arrive à le trouver, lire le webcomics qui s'est fait entre les saisons 3 et 4. Il me semble que c'est ça. Et qui est apparemment un petit peu important pour comprendre certains trucs qui commencent dans la saison 4. Enfin bon, voilà, je poursuivrai ça, rassurez-vous, je n'ai pas dit adieu à la série Le Prince des Dragons, hein, c'est une pause, c'est tout. Mais voilà, j'avais envie de reprendre un peu Scooby-Doo en cette période, surtout que le film en question est en lien avec Halloween, donc c'est très direct, hein, je suis toujours pas fan d'Halloween pour les personnes qui me posent la question, hein, je trouve toujours que c'est une fête sans grand intérêt, mais bon, on peut bien tabler dessus pour le principe, quoi. Donc voilà, Joyeux Halloween Scooby-Doo est un film qui m'a, on va dire, perturbé. Disons que pour ceux qui s'en rappellent pas, et c'est là qu'il faut que j'en parle un petit peu, j'ai pas mal de regrets maintenant, après avoir vu ce film, de ne pas l'avoir traité juste après le film Retour sur l'île aux zombies. Je pensais que Retour sur l'île aux zombies s'inscrirait dans quelque chose de clair. C'est juste une suite à l'île aux zombies et rien de plus. Mais non, c'était aussi une suite au film précédent, le retour du 13e fantôme, la menace du 13e fantôme, je ne sais plus exactement, qui était donc une suite moyennement directe de la série Les 13 fantômes de Scooby-Doo. Et voilà, déjà, voir ces deux alliés, c'était une grande surprise parce qu'en règle générale, on ne lit aucun film animé Scooby-Doo et je pensais pas qu'il y aurait d'autres liens. Mais on a affaire plus ou moins à une trilogie avec ce film-là. Et voilà, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir fait juste après Retour sur l'île aux zombies, ça aurait été plus logique. D'ailleurs, je trouve ça un peu bizarre, j'ai pas souvenir que quelqu'un en ait parlé en commentaire. Apparemment, ça n'a pas dû marquer grand monde, ce film Joyeux Halloween Scooby-Doo. Personne n'a dû le voir. Ça me surprendrait pas, hein, j'entends personne en parler de ce film, donc... ok. Mais, ouais, je regrette un petit peu de ne pas l'avoir traité juste après ces deux films-là, parce que ça aurait été de mise. Hein, ça aurait rien changé au problème que je vais lancer, parce que là, il m'a bien perturbé, ce film-là. Pas tout à fait autant que le film Le 13e fantôme de Scooby-Doo, le retour du 13e fantôme, enfin bon, un truc comme ça. Un tout petit peu moins, mais quand même un petit peu, hein. Hein, ça m'a un peu perturbé sur sa fin. Mais je vais pas trop vous en dire en plus de ce qui a déjà été dit. Je vais essayer de vous faire saisir ce que j'ai ressenti au fur et à mesure du visionnage. Donc, commençons cette aventure. Joyeux Halloween Scooby-Doo, joyeux Halloween à vous. Nous commençons sur notre groupe qui est en pleine parode d'Halloween, qui est présenté par Elvira. Elvira, c'est une présentatrice un peu horrifique qui existe en vrai, qui reprend le rôle qu'elle a joué très vite. Il y a un film ou deux de ça. Je ne sais plus. Il me semble que c'était le film précédent, Retour sur l'île aux zombies. C'est là qu'ils ont gagné ce voyage sur l'île aux zombies, justement. Donc, ouais, on reprend ce personnage-là, qui est en train de présenter une parade, alors qu'il y a notre groupe qui est en train de faire des recherches, et Fred qui est pas du tout subtil, discret ou quoi que ce soit. Et Fred qui va être un petit peu chiant dans cet épisode, un tout petit peu, dans le sens où, oui, j'ai compris, il est amoureux de son van, c'est trop génial, mais vous savez qu'il peut être défini par autre chose. C'est possible de le définir un peu par autre chose, et c'est un petit peu tout ce que vous faites là. Hein. Donc,
Et il va être aussi un peu neuneux, il va pas bien comprendre certains trucs, et à cause de lui, le méchant du moment de cette intro, qui est un mec déguisé en Jack-o'-lanterne, en homme citrouille, se met à attaquer toute la ville, hein, en faisant tout péter, etc. Et il y a nos trois héros qui les attaquent, pendant que Sammy et Scooby restent dans le van pour manger des bonbons sur une musique qui est un petit peu entraînante pour dire assez l'intro. Alors je peux un peu apprécier le fait qu'ils aient l'approche artistique de rester toujours du même point de vue durant cette intro, et je suis un peu dégoûté par le fait que Sammy et Scooby mangent leurs bonbons avec le papier. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait d'effort ou quoi que ce soit pour mettre des bonbons qui se mangent sans papier. Il y a énormément de bonbons qui se mangent sans papier, comme ça, tout seul. Mais là, c'est quasiment que des bonbons avec papier. Et à chaque fois, ils bouffent tout d'un coup, comme ça. Et c'est tellement bizarre. Et on en parle un tout petit peu de ça. Mais ouais, quoi. C'est le combat un petit peu bordélique dans la ville. Ils finissent par capturer le monstre déguisé. Le monstre déguisé, et qui s'avère être l'épouvantail. Le docteur Crane de Batman. L'épouvantail. Alors, je le cache pas, ça m'a surpris. Je dis, ah, ok, c'est en continuité avec, avec le film, sur l'Alliance des héros aussi. Je sais pas, ou un autre truc Batman, parce qu'il donne pas l'impression d'être de l'Alliance des héros, celui-là. C'est ça qui est un peu bizarre aussi avec ce Crane, par rapport au ton de ce film. C'est que il est majoritairement très sérieux dans son approche. On joue pas sur le fait qu'il y a un aspect cartoon à faire autour de lui, et limite, dans une série Batman sérieuse à peu près, il passerait nickel. Il a le bon ton, il sait parler de façon un petit peu menaçante, il a même le bon vocabulaire, les bonnes réparties. À un moment donné, il dit « Ah, vous croyez m'avoir eu, mais en fin de compte, j'ai aussi prévu un plan B, au cas où on m'enlèverait ce dispositif qui contrôle mes premiers robots. Ça en activera des drones qui relâcheront un gaz de terreur sur toute la ville. » Et tu dis « Ah, j'ai prévu ça !» Et il y a cette espèce de problème que je vais avoir dans ce mélange de tons avec ça, avec Sammy et Scooby qui résolvent le problème avec des bonbons missiles. Plus au bonbons missiles, on détruit les drones comme ça. Ok. D'accord. Et ça va être un problème global avec ce film que j'ai. Le ton cartoon se ressent particulièrement plus que d'habitude. Enfin, il y a d'autres films où on l'appuie davantage. Et le problème avec ça, c'est que si vous voulez vraiment partir dans le film gag, je vous jure vraiment, vous voulez partir dans le film gag, ça va pas être forcément mauvais. Mais il faut l'assumer, je trouve. Faut vraiment l'assumer et pas se donner d'enjeux trop forts, ou alors pas les traiter comme vous le faites, quoi. Mais c'est exactement ce que vous allez faire. Va y avoir régulièrement des moments ridicules où on en fait des caisses, notamment Sammy et Scooby, mais pas que. Et d'un autre côté, il va y avoir ces problèmes de forte gravité qui vont être traités pas à la légère une grande partie du temps. Et je comprends vraiment pas ce mélange de tons qui s'opère à ce niveau-là. Il faut savoir mieux traiter ça, et c'est peut-être moi qui, après m'être vu récemment, donc revu récemment la série Mystère Associé, et qui cherche trop quelque chose qui est pas si présent que ça dans Scooby-Doo, mais ça fait vraiment très bizarre. Vraiment très bizarre. Et ça aide pas non plus que on ait un style visuel, c'est pas la première fois qu'on a ça, mais c'est peut-être moi aussi qui était plus habitué trop à ça, qui donne l'impression de vouloir rendre hommage au vieux style des toutes premières séries Scooby-Doo, en essayant de lisser ça plus, et ça se ressent des fois comme étant un peu cheap. Il y a quelques moments d'expression qui font un petit peu... C'est bizarre, ce mélange de tons pour moi. Vraiment bizarre. Alors, en tout cas, voilà, il y a donc le professeur Crane qui est arrêté, mis dans un fourgon.
On revoit le shérif qu'ils ont côtoyé donc durant 2 films avant ça, celui qui leur a dit rapidement à 2-3 reprises, faut arrêter de faire le travail de la police, vous n'êtes pas habilité à ça, je vous l'interdis, rapidement, et au bout du compte ils s'en foutent, ils vont à l'encontre de ça, ça va pas plus loin, donc on le revoit rapidement. Ok, et tu te dis, ouais, pourquoi vous appuyez ça? C'est quoi cette continuité que vous essayez de faire avec ça? Et ce sera très bizarre sur certains points. C'est pour ça que dès le début, ça me fait un peu étrange, mais on va en parler en détail à la fin, une fois de plus. Donc, il y a Crane qui reste plutôt classe, une fois de plus, ça fait super bizarre de dire ça dans cette approche Scooby-Doo, en prenant Vera comme son nouveau Batman. Alors, il ne nomme pas Batman, alors qu'il le pourrait, mais la façon dont c'est indiqué, c'est clair qu'il fait référence à Batman lorsqu'elle dit que la peur, c'est une réaction irrationnelle face à quelque chose qui n'existe pas. Et il lui dit, vous me rappelez quelqu'un de borné, d'intrépide, etc. Vous êtes un petit peu mon nouveau Némésis, de mon point de vue, la façon dont il le dit. Bon, il le dit mieux, hein, sur le coup, je paraphrase assez mal, mais ça fait un peu bizarre de voir que Vera est le Batman de ce film. Il y aura des trucs un petit peu gros comme ça, sur lesquels je me pencherai plus tard. Donc il est emmené, et on va avoir Sammy et Scooby, d'une part, qui vont partir à la farce aux friandises, puisque c'est Halloween ce soir-là, et qu'ils ont encore le temps, en se créant un costume à partir de dégueulis de bonbons. C'est... Voilà. Merci pour cette image, ça fait toujours plaisir. Et de leur côté, il va y avoir Vera, Fred et Daphné qui vont un tout petit peu être interviewés, alors que Elvira sera encore là. Elvira jouera un rôle assez important. Et elles diront un truc que je trouvais assez étrange. J'ai l'impression qu'on fait ça depuis toujours. Ça a commencé avec l'agence Toutourisk. L'agence Toutourisk. Je connais que de nom cette série, j'ai pas suivi, mais c'est pas une série où ils ont commencé alors qu'ils avaient genre 5-6 ans à faire des mini-enquêtes à la con. C'est pas ça. Vous faites référence à ça, donc vous mettez cette série dans la continuité de votre délire aussi? Waouh! Après, pour l'instant, c'est pas très grave puisque ce ne sont que des références rapides. C'est pas trop grave si c'est pas dans le même ton. C'est pour ça que ça m'a pas ultra gêné au début. C'est pareil pour Daphné, justement, qui donne l'impression d'être une Daphné très différente des 2 films précédents qu'on a eus. On est très perspicace. Avec nous, vous avez perdu la face. Voilà, elle essaye de se la jouer, elle a ce côté un petit peu bizarre. Elle va jeter son dévolu, entre guillemets, sur Elvira, dont elle voudra s'emparer de la panoplie parce que c'est Halloween, elle a envie d'être habillée comme elle, et de façon un petit peu faux-folle. C'est ça, elle est un peu faux-folle, cette Daphné-là. La toute première fois que je me suis rendu compte de ce caractère très particulier qui correspond pas à ce qu'on a eu dans les films précédents, je me suis dit, ok, est-ce qu'ils essayent de s'inspirer de la Daphné plus récente de Trop Cool Scooby-Doo? Mais après un autre truc qui a lieu peu de temps après, je me suis dit, est-ce que ce serait pas plutôt en continuité avec une autre série? Parce que peu de temps après, nous avons un caméo de Bill Nye. Vous ne savez peut-être pas qui est Bill Nye. C'est un scientifique qui a présenté pas mal d'émissions populaires depuis les années 80-90, me semble. Donc assez connu aux États-Unis. Je connaissais pas trop le gars jusqu'à ce que j'entende parler dans certaines vidéos anglophones. Et c'était assez marrant parce que j'ai découvert l'existence de ce type là, peu de temps avant mon second visionnage de Stargate Atlantis. Et Stargate Atlantis, il y avait un caméo de Bill Nye. Et Neil deGrasse Tyson, un autre scientifique assez connu dans le divertissement, c'est
C'est assez dingue de se rendre compte de caméos dont on s'était pas aperçu, quoi. Et donc, je pensais, quand j'ai vu Bill Nye, ok, alors ce mec est dans ce film, est-ce que ce serait pas en référence à un autre caméo qu'il a déjà eu avant? Parce que j'étais plus sûr des caméos que j'avais vu du gars. Au bout du compte, c'était Stargate Atlantis, mais en fait, il a fait un autre caméo dans une série encore plus récente que Trop Cool Scooby-Doo, qui est celle qui a suivi, qui s'appelle Scooby-Doo et compagnie. Je suis en train de vous faire le lore de Scooby-Doo, il y a tellement de propriétés. Scooby-Doo et compagnie, une série assez courte qui, d'après ce que j'ai compris, jouait sur les caméos célèbres. Et il me semble que Weird Al apparaît par exemple, et donc Bill Nye apparaît dans un épisode. Et comme il y a Vera et Fred qui font comme s'ils le connaissaient déjà, je me suis dit ok, je pense, à ce moment-là, hein, je pense que ça doit être un film dans la continuité de cette série-là. Scooby-Doo et compagnie. Ça doit être le caractère qu'a Daphné dans cette série, le caractère qu'a Fred dans cette série. Voilà, on n'arrête pas de changer le caractère de ces deux-là, ok, très bien. On va essayer de faire dans cette continuité-là, ok. Et c'est sur quoi je me suis posé pendant un petit moment. Et vous verrez qu'en fait, non, ou pas, je sais pas, c'est bizarre. Une fois de plus, on en parlera à la fin. Donc, une fois qu'on met ça en place, Bill Nye, qu'est-ce qu'il fait là? Parce que bon, il existe bien le gars. Bill Nye, il a juste pour offrir au gang un nouveau van, la Mystery Machine X, parce que le van original a été pas mal abîmé lors de la confrontation avec l'épouvantail. Et donc, pendant qu'il est en réparation, ils vont se faire cette version 2.0, et Fred sera pas content, hein, parce que c'est pas sa chérie à lui, il est totalement à fond derrière sa Mystery Machine. Ouais, il va surtout servir à faire des gros gags pour se ridiculiser un petit peu. Et là aussi, ça fait partie des gags de gros un peu qui plombent la série. Enfin, le film, pas la série, le film. Et je dois avouer, l'approche humoristique est assez faible. C'est pas la pire qui soit, j'ai souri à quelques moments, mais j'ai pas beaucoup ri. Hein. J'ai très peu ri, alors que ça peut être un petit peu plus recherché que ça. Mais c'est un peu comme enfin, pas le film précédent. Le film précédent arrivait à être un peu marrant. Quand je dis le film précédent, je parle pas du film cinéma dont j'ai parlé. Je parle des deux films, le 13e fantôme de Scooby-Doo et le retour sur l'île aux zombies. Voilà, le 13e fantôme de Scooby-Doo, c'est plutôt dans cette veine-là. Je sais pas, c'est moins percutant que Retour sur l'île aux zombies à ce niveau-là. Et ça tombe un petit peu à plat pour moi. Enfin bref, donc pendant qu'on met en place un petit peu tout ça, et ben va y avoir Sammy et Scooby qui seront dans leur farce aux friandises à travers le voisinage, et bien entendu c'est sur eux que ça tombe, ils vont tomber sur un camion de produits chimiques toxiques et qui se sont déversés sur un champ de citrouilles. Et en voyant ça, les citrouilles prennent vie. Tu les vois se transformer en espèce de monstre citrouille que Sammy et Scooby essayent d'éviter. Ils essayent de s'échapper, évidemment, ils ont peur. On en fait des caisses là-dessus, de façon un peu excessive, mais c'est très typique de Sammy et Scooby, quoi. Et lorsqu'ils viennent alarmer, alerter les autres du gang et gronder les gens autour, quoi, et ben, on les croit pas. Il y a même Vera qui fait sa chef, parce que c'est plus ou moins la chef du groupe maintenant. Je savais pas. En disant, il faut arrêter avec vos conneries, vous arrêtez pas de nous foutre la honte, c'est n'importe quoi ce que vous dites, fermez vos gueules. Ah bon, bien entendu, je paraphrase, c'est pas exactement comme ça qu'elle le dit, hein, elle est un tout petit peu moins vulgaire que moi. On sent qu'elle en a un petit peu marre de leur frousse constante et leur façon de toujours dire que c'est du surnaturel, qu'il faut avoir peur des monstres. Et peut-être dans un sens, elle a à moitié raison, hein, mais on en parlera. C'est surtout la thématique que je trouve très bizarre. Le fait qu'on veuille à ce point exacerber que d'un côté, Sammy et Scooby ont tellement peur qu'ils ne sont même pas habitués à ne pas avoir peur, ce qui est ridicule parce que c'est pas comme s'ils étaient en lutte constante 24 heures sur 24 contre des monstres qui mettent leur vie en péril. Faut pas exagérer non plus. Donc je pense qu'il doit y avoir
quand même une partie importante du temps où vous n'avez pas peur, donc quand le moment où je joue avec qu'est-ce qui m'arrive, j'ai mon cœur qui bat normalement, je ne tremble pas, qu'est-ce qu'il est cet état? Et à côté, on veut faire le contraste avec Vera, qui elle n'a jamais peur. Parce que c'est irrationnel. La peur est complètement irrationnelle, ça ne veut rien dire. Pas complètement. Et puis, sans vouloir être vexant, il lui arrive d'avoir peur face au danger. C'est normal, la réaction de peur face au danger, même s'il s'explique, hein, même s'il a une explication rationnelle. Qu'on dise, ah, j'ai jamais peur, qu'est-ce que c'est que ça? Et qu'on joue là-dessus. Il va y avoir pas mal de moments où Vera aura cette espèce de d'état d'esprit où elle se dit ah non non je ne peux pas avoir peur, c'est impossible, ce n'est pas rationnel, c'est un peu ridicule quoi, parce qu'on poursuit une fois de plus cette espèce de délire de Vera qui ne peut pas croire une seule seconde que le surnaturel puisse exister parce que c'est ridicule. Et c'est un film qui nous donnera plus ou moins raison. Alors, nous poursuivons donc avec ce problème, hein, Sammy et Scooby qui crient au loup, entre guillemets, Vera qui ne les croit pas, mais alors qu'il y a un cri qui se fait entendre d'une journaliste qui s'est fait kidnapper par les fameuses citrouilles en question, et ben il y a Vera et Fred qui se rendent là parce qu'il y a que ces deux-là qui sont intéressés par ça. Ah, une femme est en danger, on ne va pas voir ça, laissons les héros faire ça. Oh, des gros connards les gens quoi. Et ouais, donc en se rendant là-bas, on s'aperçoit que le produit chimique est toujours en train de couler. Mais ça fait quoi, une demi-heure depuis que Sammy et Scooby les ont prévenus, mais ok, ça coule toujours. C'est une réserve infinie de produits chimiques liquides. D'autant plus qu'en plus, le trou, il est vraiment à mi-hauteur, quoi. Donc, ça devrait être arrêté depuis un petit moment. Excusez-moi, c'est des petits détails. C'est juste moi qui chipote, là. Donc, il voit ça et il tombe donc sur l'armée des citrouilles monstrueuses et leur chef que Sammy et Scooby ont appelé le chacal-lanterne. Parce que c'est une sorte de chacal et de jack-o'-lanterne. Enfin, en gros, c'est un chien citrouille. C'est un chien citrouille géant. Voilà, hein, c'est le boss des méchantes citrouilles. Et on la voit dévorer la journaliste et faire sortir une citrouille qui a l'air d'être dérivée de la journaliste. Donc, waouh, ça sent un petit peu le surnaturel là. Mais bon, ils se barrent, ils ont un petit peu de mal à réfléchir sur le coup. Et à partir de là, ça va être 40-50 minutes d'action non-stop, avec quelques petits moments où on se pose pour réfléchir, mais plus ou moins ça. Alors la première partie pas fameuse pour moi, parce que ça s'étend pour pas grand chose et c'était un peu ridicule. Surtout que c'est un peu un gâchis quand on voit comment c'est géré par la suite, mais ouais, c'est un peu le bordel un peu partout, tout le monde se barre. Il y a Sammy et Scooby, si je veux en parler de ça, c'est un détail à la con, histoire de faire le chipotage parce que ça va être très rapide cette partie-là. Ils sont en train de fuir des citrouilles dans un labyrinthe en épines de maïs, et puis bah, ils se prennent des épines de maïs dans les oreilles, parce que c'est logique et que ça leur tombe dans les oreilles comme ça. Tout ça pour faire du gag, pas drôle une fois de plus, et au bout d'un moment, en se barrant chacun de leur côté, on va avoir trois duos en fait, donc Vera et Fred, Sammy et Scooby et Daphné et Elvira, qui va avoir un rôle assez un petit peu important, qui vont se retrouver un peu pris dans une scission terrestre. Ah, le sol commence à s'effondrer carrément. Et ouais, c'est un truc qui est moyennement expliqué à la fin, on l'explique mais pas complètement pour moi. Enfin bref, le sol commence à se fissurer, la ville est complètement détruite, et on voit seulement 8 personnes se barrer. À moins qu'il y ait deux routes et que tous les autres aient pris la seconde route et qu'ils aient pris que cela, et que c'est là qui ait pris cette route. Voilà, il n'y a que 3 voitures qu'on voit se barrer, dont la Mystery Machine X avec Vera et Fred, la voiture d'Elvira où il y a Daphné, et un mec et sa fille qu'on a rapidement vu
au tout début du film qui prennent Sammy et Scooby pour les aider à se barrer avec tout le monde. Et à partir de là, ça va être une course-poursuite sur la route avec donc les citrouilles qui ont volé des tonnes de véhicules complètement foufou pour les attaquer. Et toute cette partie-là, c'est facilement la meilleure du film. Parce que c'est majoritairement de l'action suspense face à ces véhicules et ces monstres qui les contrôlent et qui pourchassent nos personnages, eux qui essayent de s'en tirer avec pas mal de moments de suspense bien fichu. Par exemple, à un moment donné, il y a le char derrière la voiture d'Elvira qui doit être enlevé. Et même si on fait un petit peu le gag autour de ça, c'est quand même rendu avec suffisamment de suspense. Il y a les voitures qui sont détruites petit à petit. Et à la fin, il n'y en a plus qu'une seule qui tient le coup. Et même quand elle tient le coup, il n'y a plus d'essence. Et là, je vous résume ça très très vite. Parce que, évidemment, il y a pas mal de trucs à dire entre temps. Hein. C'est pas la fin de cette partie-là, ça dure bien une demi-heure, 35 minutes, cette partie-là. Et voilà, c'est la meilleure partie du film, hein, sans problème. Néanmoins, donc au début, ils arrivent un petit peu à se débarrasser des premières voitures, mais se rendent compte qu'il y en a beaucoup d'autres derrière qui les suivent. Ça leur permet de se poser un tout petit peu pour réfléchir malgré tout, puisqu'elles sont à bonne distance. Et il y a Vera qui nous parle de son palais mental. Elle a un palais mental comme Sherlock Holmes. Elle aime bien se réfugier dans ses pensées, ce qui lui permet de voir les images qu'elle a déjà vues et de réfléchir dessus. J'ai jamais vu ça. Ok, c'est bien Vera. C'est Batman et Sherlock Holmes, c'est Vera dans ce film. Si vous voulez, ok, très bien, hein, ça vous fait plaisir. Mais elle n'y arrive pas tout de suite, parce que au fond d'elle, elle a peur, mais elle ne le croit pas. Non, je n'ai pas peur, ce n'est pas rationnel, tout ça. Néanmoins, après un peu de discussion, elle finit par se dire hey, alors qu'il a été emporté dans le fourgon de la police, Crane nous a dit que c'était pas vraiment lui l'instigateur et qu'il s'est fait piéger tout comme eux. Est-ce que ça veut dire qu'il en sait plus? Et ils se disent, tiens, on va rattraper le fourgon de la police et ils le font. Ils ont une transition rapide, ils le rattrapent. Voilà. On fait quelques petits rebondissements, dangers qui se reviennent, etc. L'action est plutôt sympathique, hein, pas la meilleure qui soit, mais plutôt sympathique, alors qu'elle finit par rattraper le fourgon, Vera avec Sammy et Scooby qui passent de voiture en voiture, et elle se met enfin à le questionner pour savoir ce qui se passe. Il ne sait pas exactement ce qui se passe. Ce qu'il sait, c'est qu'il n'était pas du tout là pour s'en prendre à Elvira ou quoi que ce soit. Apparemment, c'est un grand fan d'Elvira. Hein, il était juste là pour se détendre. Et si Fred l'avait pas un petit peu pointé, elle l'avait pas dit hey, j'ai trouvé une trace là, il aurait attaqué personne en fait. Donc c'est la faute de Fred, tout ça. S'il n'y aurait pas eu d'attaque de l'épouvantail sans lui, ok. C'est un peu grossier ça, je vous cache pas. Je trouve toujours que, en termes de caractère de parler, vous avez su faire un professeur Crane épouvantail incroyablement bien fait, enfin pour ce qu'on nous donne, mais voilà, les motivations derrière ce qu'il fout là, c'est juste, pourquoi pas, c'est un peu le problème. Et je viens de me rendre compte que ma caméra a fait un dézoom, punaise. Alors, je vais être obligé de le faire comme ça, puisque ça commence de plus en plus à me casser les pieds, cette chose. Ça ne veut plus, ça ne se fixe plus. Ok, vous savez quoi, on va faire comme ça. Hein. Désolé, encore problème technique. Bon, ça va être un petit peu plus sonore vu que j'ai rapproché ma caméra. J'espère que ce sera pas trop grave en termes de... J'adore les problèmes techniques, c'est trop génial. Bref, il y a Crane qui discute avec Vera sur le fait qu'il a sans doute été contrôlé et qu'on les a manipulés l'un comme l'autre, c'est-à-dire Mystère Associé et l'épouvantail. Pourquoi l'épouvantail? Eh ben en fait, aucune raison particulière. On verra plus tard, aucune raison particulière. Pourquoi lui? Parce que pourquoi pas. Non mais ça aurait pu être n'importe qui, ça aurait pu être rien du tout en fait. Je ne comprends pas pourquoi Crane a été foutu dans le tableau, à part pour
faire de la référence cool. Je sais pas. L'épouvantail n'avait absolument rien à foutre ici, hein. On essaye de vaguement justifier, mais c'était pas une justification. On en parlera à la fin, ça. Bref. Donc, ouais, on va mettre en place le fait qu'ils vont essayer d'œuvrer ensemble, faire une trêve d'un moment, vu que ils sont attaqués par une armée de monstres citrouilles. Et ouais, Crane va un tout petit peu les aider alors qu'il va la libérer rapidement, mais très vite il va se faire un peu capturer lui-même. Enfin, pas vraiment. C'est un peu bizarre en fait. Il finit par être pris par les espèces de tentacules entre guillemets du monstre chef là, mais il va pas finir dans son estomac comme on le verra plus tard. Donc je sais pas exactement ce qui s'est passé avec le gars. Enfin bon, c'est un détail. Enfin, c'est un détail un petit peu important quand même, hein, si on fait un peu gaffe à ce qu'on écrit, mais bon. Au bout d'un moment, donc, comme je l'ai dit, ils doivent tous se barrer alors que différentes personnes ont été absorbées, notamment le shérif qu'on a vu pendant quelques répliques dans ce film, qui se fait avaler lui aussi, et il se retrouve dans les bois à un petit peu bader de ce qui se passe parce que voilà, hein, on est un petit peu dans la merde et il y a surtout Vera qui se sent mal parce que elle n'a pas fait confiance à Sammy et Scooby qui leur ont dit qu'il y avait des monstres citrouilles qui attaquaient. Comment tu pu ne pas les croire, Vera? Et puis si tu les avais crus, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans cette demi-heure en plus? Qu'est-ce que tu aurais fait exactement? Je sais pas trop. Le fait est qu'on n'appuie pas vraiment qu'il y a des pertes là-dedans. Hein, on joue pas sur le fait que, même si ça devrait être logique, mais bon, on joue pas sur le fait qu'il y a des gens qui sont morts ou qu'il y a des dégâts matériels tellement importants qu'on foutu énormément de personnes à la rue ou quoi que ce soit, même si ça devrait totalement être le cas, mais on va pas du tout jongler là-dessus ou faire comme si c'était un peu le cas, quoi. Vous voyez? Donc, ça ne donne pas l'impression que savoir ça à l'avance aurait changé grand chose, ma grande. Mais bon, elle se dit tiens, j'ai un peu de mal, j'arrive pas à rentrer dans mon palais mental. Et c'est là que Sammy et Scooby lui disent ah, j'aimerais bien entrer dans ton palais mental. Ben, en tout bien, tout honneur. En tant qu'ami pour t'aider, hein, c'est ce que je veux dire. Hein. Le prends pas autrement. Hein. Pas du tout comme ça que le présente évidemment. Hein. Et ils ont la solution. C'est un Croc Scooby. Ils partagent 3 Croc Scooby ensemble et magie de l'aliment pour chien. Lorsque Vera entre dans son palais mental, il y a Sammy et Scooby qui sont avec elle. Oh, pourquoi pas, hein? Ça vous fait plaisir. Allez, hein, c'est trop bien, on fait comme ça si vous voulez. Hein. Et ça sert à rien en fait, c'est juste un passage en revue des 2-3 trucs qu'ils ont vus qui pourraient servir d'indice, mais c'est quelque chose que vous auriez juste pu énumérer avec quelques petits flashbacks en images et ce serait pareil. Donc ouais, le fait qu'il y a eu l'attaque de l'épouvantail avec les drones qu'il a essayé de balancer. Et que lorsque Sammy et Scooby ont vu pour la première fois les citrouilles se transformer en monstres, eh ben ils ont vu un de ces drones endommagé juste à côté, en plus des produits chimiques. Et c'est tout. Alors, c'est tout. Donc il y avait vraiment besoin que tu entres dans ton palais mental pour voir ça, ma grande. Vraiment. Mais apparemment, ça lui fait comprendre. Plus ou moins. Tandis que, alors qu'ils sont face à cette menace d'une armée de citrouilles qui s'apprête à les attaquer, Fred montre enfin que c'est pas juste un taré de sa voiture, c'est aussi un fou des pièges. C'est bien de le préciser à un quart d'heure de la fin. Et donc, il fait des tas de pièges hors champ qui déciment une partie des citrouilles, sachant que c'est vraiment des pièges qui tuent. Hein. C'est-à-dire que dans sa tête, il s'est dit enfin, je vais pouvoir faire des pièges mortels. Alors que d'habitude, je fais juste des pièges pour capturer, mais on s'en fout, c'est des citrouilles. Et pièges mortels, bien sûr. Enfin, bref, ils se battent un petit peu pour le suspense, l'action, tout ça, tout ça. Mais au bout d'un moment, il y a Vera qui se jette à l'intérieur du grand monstre citrouille boss et elle demande à Fred de lancer un signal brouilleur
qui défait donc le boss monstre et toutes les petites citrouilles qui l'accompagnent. Parce que comment ça se fait? Ce n'étaient pas du tout des monstres, c'était des robots. Enfin, c'était des drones qui contrôlaient chaque putain de citrouille. Donc voilà, il y en avait des centaines et des centaines. Et c'est déjà très incohérent ça, puisque à plusieurs reprises, on les voit détruire ces citrouilles, les réduire en purée, et à aucun moment on ne voit surgir de ces citrouilles un drone. Donc, complètement incohérent ça. Et ouais, c'était généré par une grande machine géante qui, à chaque fois qu'elle capturait un habitant de la ville ou du petit village apparemment, vu qu'il y a vraiment très peu d'habitants, semble-t-il, et ben elle créait une copie avec ses effets personnels qui piquaient rapidement quoi. Et donc, ouais, c'était une petite prison, il y avait genre 6 personnes à l'intérieur. Donc ouais, ils pouvaient pas avaler grand monde de plus, hein, c'était déjà un petit peu serré. Et ouais, quoi, c'était ça. Déjà, ouais, je trouve que c'est un petit peu gros, mais lorsqu'on dévoile qui est derrière tout ça, c'est là que j'ai commencé un tout petit peu à... Quoi? Parce que la personne derrière tout ça, c'était le shérif. Pam pam pam. Et oui, un personnage qu'on connaît depuis 3 films, même si ces 3 films sont pas du tout en continuité entre eux sur beaucoup de points. Et ça va être le problème. Ça va être le gros problème. Le shérif, en fait, qui n'a jamais été un shérif. Il a réussi à se faire passer pour un shérif parce que tout le monde est con, je sais pas. On montre absolument pas comment il a réussi à se faire passer pour un shérif. Et c'est un dirigeant d'entreprise qui produisait donc ces différents drones qui voulait exploiter une mine de lithium, c'est ça, qui était sous la ville. Mais qui n'a pas pu parce que voilà, c'était un coin un petit peu dangereux et instable qui pouvait foutre en l'air le coin. Donc, grâce à nos héros qui l'ont capturé avant, à un moment donné, il a fini en prison pendant quelques temps et en ressortant, il a décidé d'ourdir ce plan pour les mettre à mal. Et ça n'explique pas pourquoi la mine de lithium s'est effondrée à ce moment-là et a foutu en l'air le paysage. Je veux dire, il n'avait plus accès à ça, il n'y avait personne pour vérifier ça. Genre, il s'est rendu là-bas en catimini, en scred. En scred, je suis venu dans cette mine de lithium pour extraire la roche moi-même avec mes drones et personne n'a remarqué ça depuis le début. C'est ça le truc? Et c'est que maintenant, de façon bien timing, quoi, au moment où les citrouilles monstres ont attaqué, que ça s'est effondré sous cette mine-là, apparemment. Ok, hein, c'est logique. Non, mais on va dire que c'est logique quand même. Mais bon, c'est pas tellement le problème. C'est pas tellement le problème que j'ai avec ça, c'est que... on essaye vraiment de jongler sur le fait que les 2 films précédents ont bien eu lieu. Parce que voilà, quand j'ai vu qu'il y avait Elvira, bon, je pensais que c'était juste un caméo de plus. Quand j'ai vu qu'on faisait référence à un méchant Batman, je me suis dit, ok, c'est juste une référence, c'est pas forcément l'alliance des héros, une continuité avec ça, parce que c'est même pas le même style graphique. Quand j'ai vu qu'on reprenait le shérif, je me suis dit, ok, c'est un visage qu'on a vu, c'est une référence rapide comme ça, c'est pas forcément direct avec les films, mais le shérif. Enfin, c'est pas le shérif, je sais pas comment il s'appelle, on s'en fout de son nom, quoi, nous raconte que depuis le début, il voulait se venger d'eux. Et qu'il les a un petit peu cassés dans leur estime, exprès dans les 2 films précédents, parce que il avait une dent contre eux. Ce qui, donc, tend à vouloir faire de ce film et des 2 précédents une trilogie. Une trilogie qu'on essaierait de ficeler, dans la logique. Et là, ça n'a plus aucun sens. Ça n'a plus aucun putain de sens. Je suis désolé, hein, c'est là que ça m'a complètement paumé. Hein. Aucun sens. Le ton n'est plus le même. C'est, vous reliez 50 trucs entre eux. C'est-à-dire que maintenant, si on prend ça en compte, non seulement les 3 films sont liés entre eux, mais en plus de ça, c'est lié à l'île aux zombies et c'est lié aux 13 fantômes de Scooby-Doo. C'est aussi lié à l'agent Toutourisque. Ça devrait être aussi lié à...
au crossover avec l'Alliance des héros, si vous voulez. C'est lié à tout, en fait. On essaye de faire cette espèce de Frankenstein complètement bizarroïde, de tout qui se regroupe et ça n'a aucun putain de sens. Mais au moins, j'aurais pu ne pas trop en tenir rigueur dans l'absolu, dans ce film en tout cas, si au moins les 3 films, entre eux, seulement ces 3 films-là, c'est-à-dire le 13e fantôme et Retour sur l'île aux zombies, avec celui-là, arrivaient à être cohérents entre eux. Mais ils le sont pas du tout. C'est quoi cette Daphné? Oh, waouh! Avec toi, ça ne rigole pas, Wonder Woman. Non, moi c'est Daphné. Cette Daphné n'a absolument rien à voir avec la Daphné des films 1 et 2. Enfin, des films, 13e fantôme et Retour sur les zombies, quoi. Rien à voir. Déjà qu'il y avait quelques petits trucs de continuité entre le retour du 13e fantôme et Retour sur l'île aux zombies qui était un petit peu discutable sur pas mal de points qui me gênaient. Là, ça devient ridicule, complètement ridicule. C'est stupide, c'est quoi ce truc? Ça se sent clairement que vous n'y aviez pas pensé. Ça se sent clairement que vous n'y aviez pas pensé une seule seconde. Ne serait-ce que ce moment dans Retour sur l'île aux zombies à la toute fin, lorsqu'il intervient rapidement en fin de film pour dire « Ah, vous êtes encore en train d'enquêter, j'ai pas bien les enfants !» et qu'ils inventent une histoire larmoyante, il devrait pas être touché par ça en disant « Oh, rassurez-vous, je ne vous en veux pas, vous pouvez continuer, il n'y a pas de problème. » Ça ne devrait pas être ça, le discours du gars, si son but était de les emmerder et de faire en sorte qu'ils tombent d'une certaine façon. Non, il aurait dû trouver un moyen de rétorquer, de dire « ça ne marchera pas, je vais faire en sorte que vous arrêtiez. » Avec aucune autorité parce que je ne suis pas shérif et j'ai réussi à faire croire aux autres que j'étais shérif, je ne sais pas comment. Ça aurait été le truc à faire. Mais c'est pas ce que vous faites. Et j'ai le sentiment que j'oublie des tas de trucs. J'ai le sentiment que si je décortiquais vraiment ce que vous avez fait, ne serait-ce que dans ces 3 films-là, ce serait encore plus grossier que ce que je vois tout de suite de façon flagrante. Mais ça le fait tellement pas. Durant les 90% du film, j'étais pas du tout complètement dedans. Je trouvais que c'était très passable, très très passable. Mais c'était pas non plus paumé. Mais là, c'était quoi cette conclusion? Ça se sent clairement que vous n'y aviez pas pensé, quoi. Vous avez créé ce personnage, vous avez fait un petit truc récurrent dans le second film, et vous êtes dit, on va le remettre dans le 3e film, et tout d'un coup, ça va être un grand méchant qui a redit un truc pendant tout ce temps. Pourquoi pas? C'est ça, en gros, hein. Ça se sent totalement comme ça. Et je ne comprends pas, vraiment pas, pourquoi il a fait en sorte d'amener l'épouvantail dans le mix. C'était quoi le délire? C'était quoi le rapport? Tu voulais mettre en place nos héros qui tomberaient de haut en voyant qu'il y a un mystère qu'ils peuvent pas résoudre parce qu'ils foutent en l'air tout le coin et ils peuvent rien y faire. Quel est l'intérêt de faire venir l'épouvantail? Quel est l'intérêt? Je comprends pas une seule putain de seconde. Le principe, ça veut rien dire pour moi. Tout ça pour faire une espèce d'antagoniste secondaire qui va œuvrer un peu avec les héros. Et je vous jure, avec la personnalité qu'on a donnée au professeur Crane, je pense que ça aurait pu passer, mais dans ces circonstances-là, pas des masses. et ça se termine avec lui qui croit qu'il est en sécurité parce qu'il leur parle en hologramme, mais il y a Bill Nye qui a retracé sa position. Et de toute façon, même s'il ne l'avait pas fait, l'épouvantail l'a attendu parce que c'est un génie, il savait exactement la route qu'il prendrait. Ok, si ça vous fait plaisir. Et nos héros qui s'en foutent parce qu'apparemment il doit être mort là maintenant. Je sais pas, hein, le gars doit être mort hein, si l'épouvantail a mis la main dessus. On s'en fout, on n'y réfléchit pas trop.
Et puis on s'en fout aussi de la ville qui a été complètement détruite à cause de cette fissure dans le sol, les maisons qui ont été détruites, les gens qui sont probablement morts, on s'en bat les couilles. On termine en tombant comme par hasard sur une fête ouverte à tous comme ça. Tiens, on fait une fête d'Halloween, vous venez vous joindre à nous, il y a à manger, on danse, vous êtes contents, voilà. Et le petit délire de fin, c'est que Elvira, qui a toujours été là, finit par donner son dernier morceau de vêtement à Daphné, parce qu'elle voulait totalement échanger ses vêtements jusqu'au bout avec elle, et son dernier morceau, bah, c'est sa perruque, qui n'est pas une perruque. C'est une femelle macaque. Voilà. Donc elle se met une femelle macaque sur la tête, elle est trop contente, c'est la folie, totalement la Daphné de films précédents bien entendu, et il y a Elvira qui dit voilà, la leçon c'est faites gaffe, il y aura toujours une explication au mystère, faut pas avoir peur, blablabla, et aussi regardez, j'ai une tête derrière ma tête, horreur. Mais bon, c'est pas tout à fait la fin, puisque durant le générique, on se donne un petit peu les moyens quand même. On fait un petit montage où il retape la Mystery Machine, qui a été pas mal mise à mal dans ce film. Oui, parce que la Mystery Machine X a fini par être un peu détruite elle aussi. Et voilà, ils la refont comme neuve, comme avant, en faisant référence à Frankenstein pour le délire. Et vous savez quoi? C'est plutôt de mise dans ce film, parce que pour moi, c'est un gros Frankenstein de style. Totalement un Frankenstein de style, de référence. Vouloir mélanger autant de trucs avec cette conclusion, ça le fait tellement pas. Mais vraiment, tellement pas. Et ouais, sur la fin, ça m'a vraiment perturbé. Ça m'a perturbé. Je sais pas. Hein. Dans un sens, c'était un peu fascinant de te voir jusqu'où vous pouviez aller pour votre délire, mais c'était plus perturbant qu'autre chose, quoi. Et c'est la fin d'une trilogie que je ne suis pas mécontent de terminer. Ça m'embête, et c'est le gros regret que j'ai. Si j'avais su que c'était vraiment un final aux deux premiers films et qui donnait pas l'impression à leur titre d'être des films qui se suivent, j'aurais traité ce film juste après, évidemment. Hein, j'aurais pas attendu à Halloween de l'an prochain pour le faire. C'est un peu ennuyeux ça, si j'avais su. Alors mes excuses pour ça, hein, mes excuses pour ça. Alors, en tous les cas, c'était pas un film génial, hein, ce que vous avez dû comprendre, je pense, et c'est difficile à noter. Parce que, je ne le nie pas une seule seconde, la partie course-poursuite sur la route était bien faite. Mais ça suffit pas à tout sauver, je suis désolé. Hein. Je trouve vraiment que le mélange de tons se fait pas bien et cette façon de tout vouloir mélanger à la fin, ça fait trop vulgaire. Pas vulgaire dans le sens ah là là, prout, etc. Non, non, vulgaire dans le sens mal pensé, très mal pensé et vraiment altruel, quoi. Ça le fait pas, vraiment pas. Et sur ça, je vais mettre, je crois, 7 sur 20. Cette partie-là est beaucoup trop grossière pour que je pardonne ça. Et c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop. Voilà, voilà. En espérant que le prochain soit mieux pensé et se donne pas des ambitions trop farfelues et mal gérées. C'est tout ce que j'espère. À bientôt. Bye.